Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait montré comment créer un projet Spring Boot. On avait installé tous les différents logiciels et éditeurs de code nécessaires pour pouvoir donc créer et mener à bien un projet Spring Boot. Mais on n'avait pas installé un élément très important ou alors on n'avait pas utilisé un élément très important. Il s'agissait de la base de données. Car lorsqu'on faisait tous nos différents éléments, tous les données étaient donc écrites en dur dans le code, ce qui fait que toutes ces données-là étaient sauvegardées en mémoire. Donc, il y avait moyen de pouvoir donc enregistrer ces informations dans une base de données quelconque afin de pouvoir retracer plus tard. Aujourd'hui, on va donc passer une étape assez costaud, c'est-à-dire on va voir dans cette partie-ci Spring Boot plus PostgreSQL. PostgreSQL ici, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une base de données et dans cette vidéo-ci, on ne doit plus travailler en mémoire, donc on aura plus les éléments qui seront en mémoire et qui vont disparaître à chaque fois qu'on va exécuter l'application, mais on aura une base de données assez consistante qui va donc contenir tous nos différentes données, toutes nos différentes informations. Dans cette vidéo, on va parler effectivement d'un projet pour la gestion des contacts et on va donc créer ce petit système-là. Pour la Avant démo de donc notre vidéo, nous avons ici notre carnet de contact. Notre carnet de contact ici contient effectivement une navbar à ce niveau. On a ici le nombre de contacts présents en base de données. On a ici une barre de recherche afin de pouvoir donc rechercher les contacts, un bouton d'ajout pour les contacts et on voit ici qu'un contact contient plusieurs éléments. Lorsque nous avons la liste des contacts comme ça, on ne voit pas les éléments on ne voit pas en fait les différents boutons qui sont à l'intérieur. Par contre, en suivant le contact comme ça, on a ici le bouton modifier et le bouton supprimer le contact qui vont donc afficher à ce niveau. Un contact ici a effectivement une image. Donc ça, c'est juste une image qui est par défaut implémentée par le front-end. On a ici le nom et le prénom du contact. On a l'email du contact à ce niveau qui est effectivement cliquable. Et on a ici le numéro de téléphone qui est aussi cliquable. Donc, en cliquant ici, on peut passer un appel ou on peut directement envoyer un email. Lorsqu'on défile ici, on a la liste des contacts qui sont déjà présents au niveau de notre base de données qui est en fait ici. Et puis, on peut donc effectuer plusieurs actions. La première action à effectuer ici, c'est par exemple la recherche d'un contact. Et on voit ici que nous pouvons rechercher un contact par nom ou par prénom. Si j'entre ici le nom, par exemple, Marie ou alors Lucas, j'ai ici Lucas qui va donc être affiché ici. Par contre, si je continue, par exemple, Lucas ici, c'est le prénom et c'est le nom. Et le prénom maintenant, c'est par exemple Martin. Par contre, si je mets ici Marie, comme ça comme prénom, on voit ici que nous n'avons aucun contact correspondant à ce nom et prénom parce que le nom c'est Lucas qui avait été trouvé. Par contre, le prénom n'a pas été retrouvé. Donc, quand en écrivant par exemple, dans le cas où j'ai par exemple ici MAR, j'ai ici MAR et j'ai deux contacts qui s'affichent. Pourquoi? Parce que ces différents noms et prénoms ont au moins les initiales commençant par MAR. C'est pour cette raison que nous avons ici ces deux éléments qui s'affichent. Par contre, en poursuivant, par exemple, l'écriture du filtrage, on aura dans le filtrage qui va être appliqué à ce niveau. OK? On va donc ici procéder à l'ajout d'un contact. Donc, pour l'ajout d'un contact ici, il suffira de faire ici un clic sur Nouveau contact. On pourra ici ajouter Lionel. On pourra ici ajouter le nom et on pourra aussi ajouter l'adresse email et le numéro de téléphone. Il fait ici cliquer. On a ici 10 contacts qui a été effectivement mis à jour de manière asynchrone, donc directement. On descend ici en bas, on a effectivement ce contact qui a été créé à ce niveau. Lorsqu'on revient dans la base de données à ce niveau, on va cliquer ici sur Ajouter. On a ici le point numéro 12 ici, on a ici le contact qui a été créé, on a ici le nom, on a ici le prénom. Je peux aussi directement effectuer la modification de ce contact-ci. Pour la modification, je vais cliquer ici sur modifier. Je vais supprimer par exemple le deuxième, ça donne le deuxième nom. Cliquez sur enregistrer ici. Au niveau de la base de données, j'aurai effectivement la modification qui a été faite à ce niveau. Donc, pareil aussi que si je refais le même filtrage avec ce nom-ci, donc je mets ici LIO, j'ai effectivement mon contact qui va donc s'afficher à ce niveau-ci. Donc ça, c'est dans la liste de nos différents contacts qui s'affichent à ce niveau. Et maintenant, pour la suppression, c'est pareil. Je peux donc ici venir faire cliquer sur supprimer, cliquer ici sur OK. Le contact a bel et bien été supprimé dans la liste des contacts et de manière asynchrone directement au niveau de la base de données. Donc ça, c'est dans tout ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Avant donc d'entrer à fond dans le code, je tiens ici à faire un tout petit résumé afin de pouvoir donc orienter ceux qui n'ont pas encore eu à travailler avec Spring Boot ou alors ceux qui n'ont pas certaines connaissances ou ceux qui ne connaissent pas à fond ou alors ne connaissent pas certains concepts le plus abordés en Spring Boot et pour qu'ils puissent donc voir au moins ou alors assimiler ou
connaître au moins, avoir une idée de ces différents concepts avant de continuer. J'aurais dû le faire effectivement dans la première vidéo, mais excusez-moi, je me suis donc souvenu que c'était nécessaire de faire un bref rappel des différents concepts qui seront donc abordés dans chaque vidéo avant d'aller en avant. Donc aujourd'hui, donc, pour cette vidéo-ci, je veux donc aborder quelques concepts qui seront spécifiquement utilisés dans cette vidéo. Le premier concept ici, c'est déjà la base de données. Comme vous savez, la base de données, c'est un endroit où toutes les données seront donc stockées et que nous pouvons donc récupérer plus tard. Après, il y a ce qu'on appelle le concept de bin en Spring Boot. Lorsqu'on travaille avec, lorsqu'on fait la programmation orientée objet, surtout Java, et lorsqu'on utilise le framework Spring Boot, il y a généralement les petits éléments qui sont très, très, très importants et très puissants dans ce langage ici. Il y a par exemple le premier élément qui est un bin. Et c'est quoi de un bin? Vous allez voir que un bin, c'est un objet Java classique dont le cycle de vie, lorsqu'on parle de cycle de vie, il s'agit donc de la création à la destruction. Donc, le cycle de vie, création, configuration et destruction est donc tout simplement géré automatiquement par le conteneur IOC. IOC, c'est un conteneur qui permet donc de gérer tous ces différents bins ici. OK? Donc, il va donc se charger de créer, de configurer et de fournir et de nous fournir cette information quand on en a besoin. Pourquoi donc on utilise les bins en Spring Boot? Tout simplement parce que lorsque vous voulez par exemple instancier un objet ou créer un objet, on a par exemple le nom. On a par exemple le nom de la classe variable égale à new, nom de l'objet. En utilisant donc un bin en Spring Boot, on n'a plus besoin de faire ça. Comme je l'ai dit, ça c'est par exemple ici, on a contact service S ici qui est là dans la variable qui sera donc utilisée pour pouvoir donc accéder à l'intérieur de cet objet-ci. On a ici new pour pouvoir donc gérer cet objet-là. Donc, c'est nous qui le faisons donc manuellement. Par contre, lorsqu'on utilise donc Spring Boot, lorsqu'on utilise donc un bin, on va donc tout simplement annoter au-dessus de la classe les bins ici, là, généralement, ça dépend. Hein, donc, ça dépend. Il y a par exemple component, il y a service, il y a contrôleur, il y a rest controller, il y a repository. Donc, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire dans cette classe-là. OK? Dans ce cas-ci, il s'agit d'un composant, donc d'une classe composante. C'est pour cette raison qu'on va donc annoter ici au-dessus, arrobas component, pour dire ici, Spring Boot ici va donc créer ce bin-ci de lui-même. Donc, il va créer en fait cet objet-ci par lui-même. Ce n'est pas nous qui allons le faire à la main. Après le concept de bin, on va directement entrer dans les dépendances et l'injection des dépendances. C'est quoi donc une dépendance? Une dépendance Spring Boot est un objet dont un bin a besoin pour fonctionner. Donc, lorsque nous voulons faire fonctionner un bin dans Spring Boot, il faut effectivement une dépendance. Donc, cette dépendance-là, c'est, bon, si je prends un exemple, vous allez voir ici que lorsqu'on a un service dans notre projet, automatiquement, il faudrait que nous ayons aussi une repository pour pouvoir donc alimenter ce service-là. Parce que la repository, c'est lui qui va donc se charger de communiquer, de communiquer de façon directe avec la base de données. C'est pour cette raison que lorsqu'on a un service, automatiquement, il faudrait que nous ayons aussi une repository dans notre projet. Donc, l'ingestion de dépendance, par contre, ici, c'est tout simplement le mécanisme par lequel Spring va donc automatiser la fourniture des objets requis. Donc, la façon dont nous demandons un objet à Spring Boot, la façon dont le mécanisme par lequel il va donc s'organiser, se structurer pour pouvoir nous fournir ce que nous avons besoin, c'est ça qu'on appelle l'injection de dépendance. Ceci va donc garantir que chaque bin dispose donc des outils nécessaires sans code manuel complexe. Et, Donc, on et parle généralement de ce qu'on appelle l'inversion of control, donc inversion de contrôle. C'est généralement le terme que vous allez beaucoup plus comprendre lorsqu'on va parler de programmation orientée pourquoi est-ce objet. qu'on va Pourquoi est-ce qu'on va donc utiliser ça? Pourquoi? Parce que ça permet donc que le code soit découpé et facilement testable et on va déclarer uniquement ce qu'on a besoin et Spring va se charger de faire les branchements par lui-même. Donc, on ne doit pas passer le temps à faire les branchements des différents éléments par nous-mêmes. Donc, Spring va donc le faire par lui-même. Si je reviens ici sur un exemple, supposons que nous avons deux classes principales. On a ici, on a une classe service et on a une classe contrôleur. Et vous savez que le service, c'est donc la classe là qui va donc gérer la logique métier de l'application. Et le contrôleur, c'est donc la classe qui va donc faire appel au service afin de pouvoir donc exposer les différentes endpoints nécessaires pour pouvoir donc alimenter dans le front-end. OK? Donc, comment est-ce que nous faisons lorsque nous voulons utiliser les méthodes du service dans le contrôleur?
Au lieu de, on sait qu'en programmation orientée objet, lorsqu'on veut utiliser les éléments d'une classe dans une autre classe, on va généralement créer donc cet objet-là. On va par exemple venir dans contact service ici, S égale à new contact service, qu'on va donc le faire directement dans la classe, dans le contrôleur. Par contre, avec Spring Boot, on a pu écrire ces lignes de code ici, contact service S est égal à new, machin, machin, non. C'est Spring Boot qui va se charger de créer donc, cet objet-là à notre place. Il suffira tout simplement de faire, par exemple, ici, la contact controller à l'intérieur. On va passer ici cette classe contact service S et puis 10s.s égale à S. Donc, vous savez, là, ça, c'est ce qu'on appelle. On fait ici un constructeur et on instancie directement l'objet. Donc, ça, c'est avec une gestion d'indépendance. On va encore voir par la suite, beaucoup plus devant qu'il y a encore une autre manière de faire ça parce que lorsqu'on parle d'ingestion d'indépendance, on peut le faire de deux façons différentes. Maintenant, on attaque ici l'autre concept qui est dans l'annotation. C'est quoi une annotation? Une annotation est une métadonnée. Donc, une métadonnée, comme par exemple arrobas component, tous ces éléments-là sont des annotations, OK, et sont aussi les bins. Donc, le bin, c'est ce que fait cet élément-ci. Et l'annotation, c'est parce qu'on a mis devant arrobas component. C'est une annotation, OK. On a ici service, on a ici auto-read qui est aussi une annotation très importante que nous allons voir par la suite. Ces différentes annotations sont utilisées donc pour déclarer les bins et configurer l'injection. Donc, lorsque nous voulons donc déclarer un bin, on va utiliser ici l'étiquette arrobas et le component maintenant, c'est dans la configuration de notre bin. Pourquoi? Parce que en utilisant directement les annotations, on évite d'aller chercher les dépendances XML que nous configurons généralement dans le fichier pom.xml. OK, là, ça facilite, ça permet en sorte que on n'ait pas trop de code qui va donc se répéter. Vous pouvez voir ici que, comme je l'ai dit, lorsqu'on utilise par l'annotation, on est obligé de déclarer tout dans le fichier pom.xml en code XML qui est énorme. Par contre, lorsqu'on utilise la notation, il suffira d'écrire au-dessus de la classe ou alors au-dessus de la variable que nous souhaitons donc injecter une dépendance, par exemple, ou alors que nous souhaitons donc le transformer en bin, arrobas entity. Dans ce cas-ci, c'est généralement pour les modèles et arrobas repository et service. Par la suite, on a un concept qui est très important qui est la notation auto-read. Auto-read, c'est une notation qui permet d'activer l'ingestion de dépendance automatique. OK, donc lorsqu'on veut donc activer automatiquement l'ingestion de dépendance sur une classe, on va directement mettre ici auto-write ici et automatiquement, on va donc dire à Spring Boot que injecte ceci automatiquement le bin que nous avons besoin. Donc, tout bin dépend en fait de ce que nous voulons faire. OK, il y en a énormément de bins, énormément de bin ou énormément d'annotations en Spring Boot. C'est franchement énorme. Et chaque annotation a un rôle bien précis. Pourquoi? On n'a plus besoin de créer ni de chercher l'objet. Spring Boot trouve le bin et le branche pour nous-mêmes. Donc, le fait de faire new chaque temps là, Spring Boot va donc se charger de faire ça, de faire ça automatiquement. On a donc ici un exemple, effectivement, sans l'annotation auto-write ici, on a effectivement notre fameux new pour la création de l'objet. Et avec l'annotation, on n'a plus besoin de faire ici new. Vous voyez qu'on on va, au lieu de, on va directement ici déclarer donc cette variable ici en tant que privé. Donc, privé ici, S qui est dans le nom de la classe ici. Et directement ici, S dans la variable qui sera donc utilisée pour accéder aux objets ou alors aux méthodes de cette classe-ci. OK? Donc, la différence, c'est qu'on va donc mettre privé devant, qui sera donc considéré comme c'était une variable en quelque sorte. On met privé devant et on met directement ici auto-write au-dessus. En faisant comme ceci, Spring Boot va donc nous donner l'accès à toutes les méthodes contenues dans le contact service ici, à travers la variable S évidemment. Et on a ici là, quelques exemples d'annotation. On a par exemple la notation primary qui est donc utilisée lorsque nous voulons indiquer le bin qui devra être sélectionné en priorité en cas d'ambiguïté. Pourquoi est-ce qu'on parle ici d'ambiguïté? L'ambiguïté ici, on parle de ça parce qu'il y a généralement plusieurs bins qui jouent la même fonction ou plusieurs mêmes bins dans une seule classe. OK, dans une seule classe. Dans ce cas-ci, il faudrait que nous puissions dire, OK, celui-ci là sera donc exécuté en même temps. Parce que lorsqu'on exécute par exemple un projet, tous les bins sont exécutés simultanément à la fois, OK, au même moment. Donc, pour pouvoir prioriser, donner la priorité à un bin bien précis, on peut donc annoter au-dessus au-dessus de ce bin, de cette classe-là, directement, arrobas primary. On va donc indiquer que celui-là donc sera indiqué, exécuté en premier lieu. Pourquoi? Ça va donc éviter les erreurs. Dans le cas où nous avons plusieurs candidats, entre guillemets. OK? Voici un exemple. Bon, ça, c'est un exemple assez basique, hein, assez basique. Donc, on a par exemple email service.
et on a plusieurs email services comme ça dans une classe. Qu'est-ce qu'on va donc injecter en premier lieu? On va donc ici tout simplement utiliser l'annotation primaire ici pour spécifier que celui-là, c'est donc le bin par défaut. Donc, il sera exécuté par premièrement, avant tout le reste. Ensuite, on a ici la notation qualifier. Qualifier ici, là, c'est la notation qui permet donc de qualifier, c'est-à-dire de préciser le nom du bin à injecter. Si vous pouvez avoir accès, si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez cliquer ici, là, directement sur la base qualifier ici pour accéder directement à la documentation de ça en ligne. Donc, ce qualifier ici va donc chercher explicitement quel bin injecter et en le désignant par son nom. Donc, on va ici donner un nom à nos différents bins. Donc, c'est aussi possible de donner un nom à nos différents bins. Voici un exemple ici. Vous voyez, on a ici donné un nom ici à ce bin-ci qui est par exemple email service. On a dit que ce bin-ci va s'appeler donc SMTP et on pourra donc facilement retrouver ce bin-ci dans le code tout simplement en passant le nom SMTP, pas son nom effectivement. Et par la fin maintenant, on doit voir l'architecture de l'API. OK? L'architecture de l'API ici, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'une API, on est en train de spécifier ici comment est-ce qu'on va donc procéder pour pouvoir donc avoir un backend consistant et pouvoir donc faire communiquer notre backend avec notre frontend. La communication qu'il y a entre le backend et le frontend, c'est donc ce qu'on appelle une API. Donc, une API généralement côté backend se configure de telle sorte. On a par exemple le contrôleur qui est dans le dernier élément qui expose donc toutes les différentes requêtes qui configurent maintenant en quelque sorte notre API. On va dans le contrôleur ici qui va donc recevoir les requêtes de l'API qui est située entre le front-end et le back-end. Et par la suite, on aura donc ici le service qui contient effectivement la logique métier de toute notre application ou de tout notre logiciel. Ensuite, maintenant, on a tout simplement la repository ici. Le repository ici va donc permettre, comme j'ai dit, l'accès à la base de données à travers effectivement Spring Data GPA. Et par la suite, on a donc PostgreSQL qui est dans ce cas-ci notre base de données. Ouais, PostgreSQL qui est notre base de données. Donc, chaque fois que le contrôleur va donc recevoir une requête depuis le front-end, on suppose que ici à droite, ici à gauche, on a le front-end qui va donc envoyer la requête ici à travers le contrôleur. Le contrôleur ici va recevoir la requête à ce niveau-ci et va donc transmettre la requête au niveau du service. Le service va donc analyser la requête et pour pouvoir donc chercher la méthode spécifique qui convient à cette requête-là. Une fois qu'il a donc trouvé la méthode qui convient à la requête, il va donc transférer l'information au niveau de la repository afin que la repository accède à la base de données et fasse toute l'opération qu'il y a à faire. Donc, si une requête vient du front-end, par exemple pour la création d'un compte, OK, le contrôleur va donc transmettre ici l'information au service. Le service va chercher la méthode qui permet donc de créer un compte. Une fois que le service va donc trouver la méthode qui permet de créer un compte à ce niveau, il va donc contacter le repository ici, qui va donc accéder au niveau de la base de données, enregistrer donc l'information, dans les différents détails du compte dans la base de données. Et donc, une fois qu'il a donc fait, automatiquement, les données seront donc enregistrées en base de données et l'utilisateur va donc recevoir ici, par un chemin retour assez rapide, un feedback pour dire par exemple que le compte a été créé avec succès ou alors il y a eu un problème de connexion si par exemple, lors du passage de ces différentes informations, s'il y a une erreur. Donc, sachez que entre le contrôleur et le service, il peut par exemple avoir une erreur à ce niveau. Entre le service et le repository ici, il peut avoir une erreur. Et la plus grosse erreur peut surgir ici entre la repository et la base de données, par exemple, comme erreur d'accès à la base de données, par exemple, qui peut suggérer à ce niveau. Une fois que j'ai donc dit ça, on se retrouve directement au niveau de la pratique. Donc, on va donc passer directement à la pratique où on va créer l'API de carnet de contact avec Spring Boot plus PostgreSQL. Je tiens à préciser ici que tout le backend sera donc codé à la main par nous-mêmes et tout ce qui est du front-end sera effectivement codé par notre fameux intelligence artificielle. Car vous savez, nous sommes en 2026, donc il faut utiliser au maximum l'intelligence artificielle, surtout sur tous nos projets faits front-end. Avant de commencer donc à écrire le code dans ce projet, on va commencer par l'installation de PostgreSQL. Je tiens déjà à m'excuser que je ne dois pas procéder à l'installation du début jusqu'à la fin parce que j'ai déjà PostgreSQL installé dans mon environnement. Donc, je vais juste vous montrer comment télécharger et au niveau de l'installation, il vous suffira de faire seulement les clics suivants, suivants, suivants. Et un endroit, on va donc vous demander d'entrer par exemple le username et le mot de passe. Vous allez entrer ce qui vous convient. C'est ça que vous allez utiliser pour pouvoir donc vous connecter à la base de données. Donc, vous allez cliquer sur ce lien ici et arrivé dans cette page ici, vous allez cliquer sur ce qui correspond le mieux
à votre système d'exploitation. Dans mon cas, c'est Windows. Je vais cliquer sur Windows. Et une fois que j'ai cliqué sur Windows comme ceci, je vais donc tout simplement cliquer ici sur un élément très important. Il faut faire attention ici. Pourquoi? Parce que on a par exemple le zip archive ici. Je vous déconseille formellement d'utiliser donc ceci. Donc vous allez donc cliquer sur Download the Installer ici. Ok, vous allez voir que vous allez donc arriver sur cette page-ci et vous aurez plusieurs versions que vous pouvez télécharger à ce niveau. La version que je vous recommande, c'est la version 18.4 qui est donc effectivement la version que j'utilise. Donc vous allez cliquer ici effectivement, vérifiez bien ce qui correspond à votre système d'exploitation. Moi, ici, c'est Windows. Donc, je vais cliquer ici sur Windows. Et quand je vais cliquer, le téléchargement va donc se lancer à ce niveau. Bon, il y a un bouton de téléchargement qui va donc se lancer à ce niveau. Et lorsque le téléchargement sera donc fait totalement, donc vous aurez donc votre fichier ici exécutable qui va donc être affiché à ce niveau. Vous allez faire double-clic sur ça, comme ceci. Et vous aurez donc cette petite Mitsubishi qui va donc s'afficher ici. Vous cliquez sur oui. En cliquant donc sur oui, vous allez patienter et directement, vous aurez directement une page qui va donc s'ouvrir. Dans cette page-là, il sera donc question pour vous de cliquer sur Next, 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 afin de pouvoir donc poursuivre tout simplement à l'installation. Il s'agit donc évidemment de cette page-ci. OK? Donc, vous allez cliquer ici là sur Next, sur Next. Rassurez-vous bien que tout ici est coché. Vous cliquez sur Next. Donc, tous les éléments ici sont gardés par défaut. OK? Et une fois ici, vous allez continuer. Donc, moi, je ne peux plus continuer parce que j'ai déjà PostgreSQL installé sur ma machine. Après l'installation de PostgreSQL sur votre machine, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai donc ravi de pouvoir donc vous aider individuellement s'il n'y a, pas de souci. Vous allez donc ouvrir votre logiciel PostgreSQL. Donc, à l'ouverture de votre logiciel PostgreSQL, on va vous donner, bon, pour l'ouvrir, il suffira de venir ici, écrire par exemple à ce niveau-ci pgadmin pour pouvoir donc avoir accès à cette base, à cette dashboard-ci comme ceci. OK? Vous cliquez dessus sur pgadmin 4. Vous aurez donc une interface qui va donc s'ouvrir et vous allez mettre votre crédential dans le mot de passe et le username pour pouvoir donc accéder. Et vous aurez donc quelque chose comme ceci. De votre côté, la base de données sera vide. Donc, il y aura la base de données, il y aura pas, il y aura rien à l'intérieur. Donc, dans le database ici, il n'y aura rien à l'intérieur. OK? Nous, ce qu'on va donc devoir faire, c'est de créer notre base de données. Comment créer dans la base de données? Pour la création de la base de données, je vais donc revenir ici, cliquer ici sur base de données, database, new, create database. Je vais entrer ici le nom de ma base de données. Le nom de ma base de données ici, je vais l'appeler ContactDB. ContactDB ici, c'est donc le nom que je souhaite donner à ma base de données. Vous pouvez aussi copier ce nom-ci parce que ça va nous servir plus tard. Donc, on va l'appeler ContactDB. On va cliquer dans ici sur Save. La base de données ContactDB a effectivement été créée avec succès. Après la création de notre base de données, on va directement passer à la création de notre projet. Pour la création du projet, on va ouvrir notre éditeur de code IntelliJ. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, vous allez ici cliquer sur votre éditeur de code IntelliJ et vous allez donc cliquer ici sur New Project. Lorsque vous allez cliquer sur New Project à ce niveau, on va donc passer à la configuration de notre projet Spring Boot. Premièrement, ici, on va donner un nom à notre projet. Je vais l'appeler Contact. Et je vais donc choisir l'endroit dans lequel, le dossier dans lequel mon projet sera donc sauvegardé. Moi, je vais laisser par défaut, dans le dossier projet qui se trouve sur mon bureau. Ici, je vais donc, le langage ici, je vais laisser par défaut Java parce que nous sommes en Java. Le type ici, je vais choisir ici Maven qui est notre gestionnaire de dépendance. Donc, on va choisir Maven. Le groupe ID ici, vous pouvez mettre chez vous, vous aurez ici comme point, exemple, etc. Donc, vous pouvez modifier comme vous voulez. Le contact ici, vous allez laisser par défaut parce que c'est le contact ici, l'artefact ici est récupéré depuis le nom à ce niveau. Et puis le package name ici est récupéré depuis le nom, depuis le groupe ID et l'artefact à ce niveau. La version de JDK ici, on va laisser, moi par défaut, je vais laisser JDK 21. Par contre, au niveau du Java, je vais laisser Java 17 à ce niveau. Le packaging ici, je vais choisir Ja. Et la configuration ici, je vais rester sur la configuration application.property. Et vous pouvez effectivement mettre la configuration .yam. On va mettre cette configuration-ci dans le troisième projet. OK? Une fois que c'est fait, vous allez vous rassurer qu'ici, vous avez bien évidemment Spring Boot sélectionné. Évitez Maven Archive, non. Vous allez rester là sur Spring Boot. Vous cliquez sur Next. Et une fois ici, on va installer dans les différentes dépendances qui vont nous servir dans ce projet. La première dépendance qui va donc servir dans ce projet, c'est la dépendance web qui va nous permettre de pouvoir donc exposer tous nos différents endpoints. Donc, je vais donc installer ceci pour le RESTful. Après ça, je vais choisir aussi notre dépendance qui est dans ce cas-ci PostgreSQL parce qu'effectivement, j'ai besoin d'une base de données
pour mon projet. Donc, je vais installer ici PostgreSQL Driver. Je vais cliquer dessus. Et après avoir installé la dépendance PostgreSQL Driver, je vais installer ici notre dépendance qui s'appelle DataJPA. DataJPA ici, c'est ce qui va nous permettre la transition des données entre le repository et la base de données. OK, on va écrire ici JPA directement. Vous voyez ici, ça permet donc la persistance des données SQL. OK, on va donc, une fois qu'on a donc sélectionné nos trois dépendances qui s'affichent donc ici, on va cliquer sur créer et on va donc patienter que notre projet se crée normalement. Une fois que notre projet s'est créé, on voit ici que le projet est effectivement prêt à être donc à travailler à l'intérieur. On va fermer les fichiers qui ne nous servent à rien. On va les fermer ici. Et puis, on va ouvrir notre fichier POM ici pour se rassurer que tous nos éléments sont bien installés. On voit ici que nous avons toutes les différentes dépendances à ce niveau. Mais il y a aussi une dépendance ici, Spring Data et Spring Web Starter Web. Donc, moi, je vais enlever ici MVC. Ici, je vais laisser ici Spring Starter Web. Donc, sachez que toute modification que vous faites dans le fichier POM ici, il faudra effectivement synchroniser après. Donc, lorsque vous avez fait une modification, ce bouton va apparaître ici automatiquement et vous allez cliquer dessus pour pouvoir donc synchroniser tout votre projet. Une fois la synchronisation faite, on va donc revenir fermer ce fichier POM-ci parce que ça contient tout ce que nous avons besoin pour le projet, les trois dépendances que nous avons installées. On va donc revenir au niveau du fichier src dans le main ici, dans Java, dans ressources. Comme j'avais dit, ici, nos différentes classes seront donc créées dans le src Java, dans notre package contact. Et dans le fichier ressources ici, et dans le dossier ressources et le fichier application.property, on va donc configurer ici, on va donc ici configurer tout simplement notre application. Donc, la configuration ici va beaucoup plus consister à configurer notre base de données. Pour la configuration de la base de données, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas comment configurer la base de données lorsque vous travaillez avec Spring Boot, il faut donc faire les recherches. Donc, les recherches sont très importantes. Vous pouvez par exemple revenir ici dans votre navigateur, écrire ici PostgreSQL config Spring Boot. Ça, c'est en fait une façon brève. Une façon brève. Quand vous pouvez écrire cela, Spring Boot PostgreSQL configuration. OK? En écrivant comme ceci, vous avez plusieurs types. Vous allez voir ici là qu'il y a la configuration suivant le fichier YAM. Il y a la configuration suivant le fichier application.property. Moi ici, j'ai ici tout simplement ces différents éléments et j'ai, excusez-moi si mon truc n'est pas en français, mais ne vous inquiétez pas, on va dire ici qu'il faut premièrement ici ajouter la dépendance pour le driver de SQL. Ce que nous avons fait, on a ajouté donc dépendance pour le driver de SQL. Ce que nous avons dans le POM, qu'on a installé la dépendance à la création du projet. Par la suite, ils vont nous demander ici ça, ben ça ne vous intéresse pas. Donc ça, vous pouvez laisser comme ça c'est pas important. Ici, il y a le 2 qui est dans la configuration de l'application.property. Donc, ça, c'est donc tout le système de configuration que nous allons avoir besoin pour pouvoir donc placer dans le fichier application.property. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais copier ça et puis je vais revenir dans mon code. Je vais donc entrer ces différents éléments-ci ici en bas. Une fois que ces éléments sont entrés ici en bas, je vais revenir lire la documentation. Il me dit maintenant, une fois que c'est fait, c'est tout ce qu'il faut faire. Dans le troisième cas, c'est dans le cas où on utilisait par exemple application.yam. Dans ce cas-ci, la configuration devrait être de cette façon-ci. OK? Donc, une fois que c'est fait, on va donc revenir ici pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette configuration. Dans la configuration application.property ici, on a premièrement le nom de notre projet qui est contact. On va copier ça. Et ici, dans la connexion à la base de données, OK, ça c'est connexion à la base de données. OK, connexion à la base de données à ce niveau. Et pour la connexion, on aura effectivement comme data source Postgre localhost 5432. Donc, on l'aura tout simplement directement ici. Après ça, on a par la suite un autre élément très important, c'est le nom de la base de données. Donc ici, on va tout simplement entrer à ce niveau-ci le nom de notre base de données. Donc le nom de notre base de données ici, là, comme on a dit ici, c'est par exemple contact slash db. Il faut se rassurer que le nom de la base de données qu'on va entrer ici correspond effectivement au nom de la base de données qu'on a créé à ce niveau-ci. Parce que si les éléments ne coïncident pas, lorsqu'on va exécuter le projet, on aura une erreur de connexion à la base de données. On va dire que la base de données n'existe pas et par défaut, ça risque de créer une autre base de données par défaut. Ok, je me souviens plus si demandait de créer la base de données, mais vous aurez quand même une erreur si les noms ne coïncident pas. Donc ici, on a contact avec X. On va ajouter ici S, contact DB, comme ça.
OK. Après ça, on a data sources là. Donc, ça, c'est le username pour la connexion, l'accès à la base de données. Donc, celui qui va donc ouvrir le portail entre l'application et la base de données. Le mot de passe ici, je mets dans mon mot de passe qui est par défaut ici, Postgre. OK. Ensuite, on a ici le driver. Le driver ici, c'est dans notre fameux driver que nous avons installé. Personnellement, ici, ce driver n'est pas tellement nécessaire parce que nous avons déjà le driver qui se trouve dans notre fichier POM, dans notre fichier, dans le POM ici. Donc, dans le POM, on a notre driver. Donc, ça ne sert plus très à rien. Et par contre, maintenant, ici, on aura notre configuration ici, JPA Hibernate. La configuration ici de JPA Hibernate, c'est quoi? Comme je l'ai dit ici, JPA, c'est donc celui qui va donc permettre la persistance des données. Hibernate, là, c'est une base H2 in memory qui fonctionnait un peu comme la façon dont on faisait dans la première vidéo. Ça veut dire que notre base de données était en mémoire. Donc, Hibernate, là, c'est aussi une base de données H2 qui est généralement en ligne et qui est accessible à tout le monde. C'est généralement utilisé lorsqu'on est en phase de développement. On ne veut pas, lorsqu'on n'a pas besoin de sauvegarder les informations, on utilise ces bases de données-là. JPA maintenant, c'est donc celui qui va donc faire la persistance. Ça veut dire, lui va permettre que les données soient persistantes, donc qu'ils ne soient pas supprimées au moment du lancement de l'application. Donc, chaque fois qu'on va lancer l'application, nos données vont rester. Il y aura simplement les mises à jour dans le cas où on a effectivement fait les mises à jour dans nos données. Dans nos données. Donc, update, comme j'ai dit, Update is là va donc créer et adapter la table contact automatiquement au démarrage. OK? C'est donc parfait pour apprendre. Bon, en production, on va utiliser les migrations Freeway. Donc, en développement, on va utiliser ça, mais sachez qu'en production, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine session de vidéo, on va voir Freeway qui est donc généralement les bases de données qu'on utilise en production. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut chaque temps faire une mise à jour, on ne modifie pas la base de données qui existait, mais on crée une nouvelle version de base de données. C'est un peu comme ça. Donc, on peut avoir, si on fait par exemple 50 modifications dans la base de données, on aura 50 modifications. Donc, il y a une base de données au départ qui est créée. Ensuite, lorsqu'on veut faire une mise à jour de la base de données, on ne modifie pas les informations de la première base de données, mais on fait une mise à jour en créant, par exemple, une autre base de données, une autre version. Donc, pour moi, donc, on a souvent la V1, V2, V3, V4 et ainsi de suite. Ensuite, maintenant, on va donc permettre ici d'afficher le SQL dans la console. Donc, chaque fois que nous allons exécuter notre projet, le SQL sera donc tout simplement affiché dans la console. OK, on va afficher le code SQL dans la console. L'affichage du code SQL dans la console est idéal pour comprendre ce que fait Hibernate. Ça nous permet de comprendre et aussi de voir s'il y a les erreurs, parce qu'il peut aussi avoir les erreurs et on va directement voir ces erreurs-là dans la console. Et c'est pour cette raison qu'on va laisser ici à trop. Et maintenant, ici, pour le dialecte isla, bon, pour le dialecte isla, PostgreSQL ici, ce n'est pas trop nécessaire parce qu'on a mis slash SQL. Donc, je vais enlever ici PostgreSQL et puis je veux donc mettre ici, au lieu du dialecte, je vais mettre ici le format. Le format ici sera tout simplement égal à trop. Pour dire ici que nous allons donc formater toutes les informations qui seront donc affichées au niveau de la console en suivant la syntaxe puis du SQL. Après la configuration de notre application, on va passer à l'étape suivante. Il s'agit ici de la création de nos différents éléments. Pour la structure de notre projet, on a vu que notre projet était généralement structuré en, en différents packages. On avait le package pour le modèle, on avait le service, on avait le contrôleur et on pouvait aussi avoir le repository. Donc, ici, dans ce projet-ci, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais commencer par créer tous les packages qui vont donc me servir dans ce projet. Je vais créer mon premier package ici. Il s'agit ici du package, par exemple, modèle. OK? Et sachez que dans notre vidéo, je vais appeler ça entity. OK? Au lieu d'appeler modèle, je vais appeler ça entity. On a ici le modèle. On a ici repository. La repository. Après, notre fameux repository ici, qu'est-ce que j'ai m'écrit comme ça? Bon, j'ai mélangé un peu, j'ai mélangé un peu le français et l'anglais, mais c'est pas grave. On met ici refactor, on met ici rename, et puis ici on met i, et puis ici on met y repository. Après la repository, on a notre package ici qui va s'appeler controller. Après le contrôleur, on aura donc un autre package qui s'appelle donc service. On va donc voir que dans notre vidéo, on aura plusieurs packages que ça.
parce qu'à l'intérieur du service, on aura par exemple les mappeurs, les DTO. On va voir ce que c'est par la suite. Dans le package modèle, on va donc créer notre modèle de contact. On va l'appeler ici contact, qui est donc ici le modèle pour le contact. Et qu'est-ce qu'on va donc mettre dans la classe contact? Dans la classe contact ici, il faut d'abord signifier, comme je l'ai dit, la classe contact ici, c'est tout simplement une entité. Donc, l'entité ici, c'est quoi? L'entité, c'est tout simplement les différentes tables qui seront contenues dans la base de données. Dans la vidéo 1, on a dit que tax était un simple objet en mémoire parce que les informations étaient stockées directement en mémoire. OK? Par contre, ici, on va utiliser ici entity. Donc, on va mettre ici arrobas entity ici. L'arrobas entity ici va donc dire à JPA, qui est donc Hibernate, créer la classe correspondant à une table dans PostgreSQL. Donc, il va donc créer la classe correspondante dans la base de données, la classe correspondant à une table dans la base de données. Donc, toutes les informations que nous allons mettre ici dans le modèle contact seront dans les informations qui seront donc stockées dans une table au niveau de la base de données PostgreSQL. Et chaque objet contact va donc correspondre à une ligne bien précise. Ça veut donc dire que l'identifiant va correspondre à une ligne bien précise, le nom va correspondre à une ligne bien précise, le prénom, et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai mis ici arrobas entity, je peux donc commencer par la création de mes différentes variables. OK, j'ai ici long et la première variable ici, c'est l'identifiant. La deuxième variable ici, c'est une variable de type string qui sera ici notre nom. La troisième variable, c'est donc toujours une variable de type string, chaîne de caractères, qui sera ici notre prénom. La troisième variable ici sera toujours une variable de type chaîne de caractères, donc string. Dans ce cas-ci, ça sera donc ce que nous appelons donc notre adresse email parce que notre contact aura effectivement le nom, le prénom, l'email. Et on va donc créer aussi une autre variable toujours de type chaîne de caractères qui sera dans ce cas-ci le téléphone. OK, ça c'est donc notre numéro de téléphone. Et après le numéro de téléphone, on aura effectivement une dernière variable ici de type local theme. Local date ici qui sera donc tout simplement notre date de création. Donc, qui sera ici la date de création de ce contact-ci. Donc, ça, c'est dans les principales variables que nous aurons dans notre projet. Et on va donc ici créer les getters et les setters et on va aussi créer le constructeur. Pour créer dans les getters et les setters, je vais donc revenir ici. Je vais faire un clic à ce niveau. Je vais faire ici sur Generate, Constructor ici. Donc, premièrement, je vais générer ici Constructor. Je vais sélectionner tous les différentes variables dont je souhaite donc générer dans le constructeur. Tous ces constructeurs-là est donc à ce niveau. Je vais tout simplement ici bien positionner. Donc, on va positionner le constructeur ici en bas par la suite. Dans notre constructeur, on a effectivement le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone. Mais il y a aussi la date de création que je peux donc enlever. Donc, les éléments que je vais enlever ici, là, sont les éléments que je n'ai pas besoin d'afficher à l'utilisateur. Parce que généralement, la date de création ici est gérée automatiquement par la base de données. Donc, moi, ici, je vais enlever l'identifiant parce que l'identifiant ici est géré par la base de données. Je vais aussi enlever la date de création à ce niveau-ci parce que la date de création est gérée par défaut. Elle donne la date par défaut. Donc, on va enlever toutes ces différentes informations ici. Date de création ici, on va l'enlever ici en tant que constructeur. Et après ça, maintenant, on va créer donc les getters et les setters. Comme je l'ai dit, lorsque nous déclarons par exemple les variables en privé, on a besoin des getters et les setters afin de pouvoir donc accéder à ces différentes variables ici à l'extérieur de cette classe-ci. Parce que pour le moment, toutes ces différentes variables, variables sont accessibles uniquement à l'intérieur de cette classe-ci. À l'extérieur de cette classe-ci, pour le moment, elle n'est pas accessible. Donc, pour les rendre donc accessibles, on aura donc besoin d'utiliser les getters pour pouvoir donc récupérer un élément et setter pour pouvoir donc modifier ou créer un élément. Lorsque nous avons fini comme ça, on peut donc déjà exécuter ce projet-ci. OK? Mais avant de l'exécuter, on va ajouter d'autres éléments très, très importants. Il s'agit par exemple ici d'une annotation qui permet donc de donner un nom à notre table au niveau de la base de données. Donc, notre table en base de données peut s'appeler par exemple contact AVS. OK? Ceci doit être mis à l'intérieur des guillemets doubles comme ceci. On a ici contact. Après ça, on peut donc aussi définir comment est-ce que l'identifiant sera donc géré. Dans le premier projet,
utiliser une classe qui permet donc de pouvoir donc générer l'identifiant automatiquement. Et il fallait donc passer par défaut le premier identifiant et tout le reste, tous les autres identifiants étaient donc gérés par défaut et qui s'incrémentaient au fur et à mesure que nous ajoutons les éléments à l'intérieur. Ici maintenant, pour la gestion donc de l'identifiant, on va donc le faire de manière assez professionnelle parce qu'on est en train de vouloir donc avancer un peu plus professionnel dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cette raison qu'on va utiliser ici une annotation Spring Boot ici, qui est dans un bin, qui va donc dire à Spring Boot que ceci, en fait, il s'agit donc d'un identifiant. Bon, puisqu'il s'agit d'un identifiant, tu vas donc gérer cet identifiant de cette façon-ci. Pour la gestion de notre identifiant, il faudrait donc que notre identifiant soit généré d'une certaine façon. Donc, notre identifiant sera donc géré. On va utiliser ici stratégie égale à generate identity ici. Identity ici, vous pouvez donc avoir accès ici à la documentation de Identity ici. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de générations ici. Il y a la génération, par exemple, table, la génération sous forme de séquence, la génération ici sous forme de UIDD. UIDD, c'est en fait un type, c'est en fait généralement un type, lorsqu'on veut créer, lorsqu'on veut passer dans les projets assez complexes, on évite donc d'avoir les identifiants de type par exemple, on a par exemple les identifiants qui sont 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour éviter ça, parce que cette identifiance-là, c'est facile de pouvoir donc pirater, de pouvoir pirater et de pouvoir donc avoir cette identifiance-ci. On va donc après utiliser, ça, on va donc avancer dans la vidéo. Au niveau du nom, on peut aussi ajouter une annotation au niveau du nom pour donner, par exemple, un nom ou alors pour définir une certaine restriction sur ces variables-là. On veut par exemple dire dans notre formulaire, le nom sera obligatoire. Et pour rendre notre nom obligatoire ici, on peut tout simplement dire ici nullable égale à false. Ça veut dire si l'utilisateur essaie d'avancer sans remplir le champ du nom, ça va envoyer en fait une erreur parce qu'il faut par défaut qu'il y a quelque chose dans le formulaire ou dans l'espace réservé au nom en fait. On va aussi faire pareil au niveau du prénom, ok? Par contre, au niveau de l'email, on va laisser l'email. Donc, l'email peut être mis par, de façon à choix, si je peux dire ça comme si. Pareil pour le téléphone. Par contre, ici, au niveau de la date de création, ici, il faudrait donc que nous puissions donner donc un nom à cet élément-ci au niveau de la base de données. Par exemple, date de création, généralement comme ça. Pourquoi? Parce que si j'exécute mon projet comme ça sans donner un nom ici à la base de données, dans la table contact, on aura une colonne qui sera écrite à l'intérieur date de création. Par contre, vous devez savoir que la convention pour le nommage des colonnes dans la base de données, il faut le faire en minuscule, OK? Donc, on le fait en minuscule. Et s'il y a par exemple le nom d'une colonne qui contient deux mots, on va donc séparer ça par une trait d'union. C'est pour cette raison, bon, si par exemple je viens exécuter ici, excusez-moi, si je reviens ici sur Contact Application ici, je clique sur exécuter. Si ça s'exécute effectivement sans erreur, on va donc voir comment est-ce que la table sera donc créée. OK? On va patienter quelques secondes. Le projet ici vient d'être exécuté et vous allez donc voir que le projet s'est effectivement exécuté, mais on n'est pas sûr que la table a déjà été créée. Ici, begin generated by default identity date création, etc. OK. Ici, effectivement, notre base de données a été créée. On voit ici que on a ici la requête SQL qui permet en fait de créer donc la base de données à ce niveau-ci. Ça, c'est donc ici la requête SQL qui permet donc de créer la base de données qui est donc affichée à ce niveau. Et vous allez voir que la date de création ici là, va être affichée d'une façon différente. Bon, ça a récupéré effectivement par défaut date de création, mais sinon, en temps normal, ça devrait enregistrer normalement dans la base de données directement date de création comme on va donc définir ici. Mais qu'à cela ne tienne, on peut donc donner ici tout simplement on peut mettre ici arrobas colonne comme ceci. On va donner ici un nom qu'on va donc appeler ici date-création. Et puis, on va mettre ici update ici à false. Ça veut donc dire que la date de création ici est effectivement la date de création d'un contact. Et on peut aussi ajouter un autre élément ici qui est une méthode. On peut créer ici une méthode publique. Donc, on peut créer ici une méthode publique qui ne retourne aucun résultat, bien évidemment, qu'on va par exemple appeler avant insertion. OK. La méthode avant insertion ici va consister à quoi? La méthode avant insertion va simplement dire ici, OK, il va appeler donc automatiquement JPA. OK. JPA ici, avant
avant l'insertion des données. Donc, ici à l'intérieur, on peut faire un truc du genre. On peut initialiser l'objet ici, date de création égale à date de création. On s'arrête directement là. Ou alors, non, pas date de création, mais local datem.new, comme ceci. Donc, on utilise directement ici la méthode des dates pour spécifier que ça, c'est l'heure actuelle. Ça, c'est l'heure actuelle, en fait. Après ça, il n'y a plus rien à faire ici, ou on peut aussi créer un constructeur vide. Le constructeur vide, ici, là, c'est comme on a vu dans la vidéo précédente, il y a un constructeur. Il existe deux types de constructeurs. Il y a les constructeurs paramétrés et les constructeurs vides. Le constructeur vide ici, on va le laisser comme ça. Donc, il est donc, c'est en fait obligatoire en fait. Donc, ok. Le constructeur vide ici est obligatoire. C'est obligatoire en fait pour JPA et Jackson. J'ai expliqué dans la première vidéo pourquoi est-ce que le constructeur était obligatoire. Après la création de notre classe, notre entité contact, on va donc passer à la création de la repository. La repository ici, c'est quelques lignes de code, hein. C'est juste deux lignes de code, même une ligne de code en fait. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, le rôle de la repository ici, c'est que la repository, c'est une interface qui va donc permettre l'interfaçage entre la base de données et notre projet. Donc, et que contient dans la repository? Dans la repository, en fait, il y a déjà les méthodes préconçues de Spring Boot et ces méthodes-là sont généralement contenues dans ce qu'on appelle les JPA repository pour la persistance des données. Donc, cette simple interface-ci, dans cette interface-ci, on n'écrit aucune implémentation en fait. Donc, ici, on doit écrire aucune ligne de code qui permet de l'implémentation de quelque chose par défaut. Mais il y a aussi aucune requête SQL qui sera donc écrite dans l'interface. Par contre, dans l'interface, il y aura tout simplement ici l'héritage de l'entité JPA repository. Donc, si je reviens, on voit ça par la pratique. Si je reviens ici dans repository ici, et puis je crée ici une repository appelée contact contact repository comme ceci, qui est une interface. Donc, il faut bien se rassurer que vous avez choisi de cocher interface lors de la création. Même si vous n'avez pas choisi de créer interface, on peut venir ici modifier directement. Ici maintenant, lorsque j'ai donc mon interface comme ça, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je peux donc annoter ici en haut en annotation repository ici pour dire ici qu'il s'agit effectivement d'une repository. Je peux donc le faire comme ça dépend de vous, ok? Ou alors vous pouvez aussi laisser, c'est pas un problème. Déjà en mettant ici interface, il s'agit donc tout simplement d'une repository, ok? Donc lorsque j'ai donc fait comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir ici étendre de l'entité, étendre en fait de l'entité JPA repository, ok? JPA repository. Et lorsqu'on extend donc de l'entité JPA repository, on va donc passer ici en paramètre le contact qui est dans le nom de notre classe, qui est donc ici le nom de la classe. Après le nom de la classe ici, on va donc passer à l'intérieur l'identifiant, le type d'identifiant de notre classe-ci. Donc, notre classe est identifiée par quoi? Par un ID. Et le type de cette ID-là, c'est donc le type long. Une fois on a fait comme ceci, on peut directement s'arrêter à ce niveau-ci et puis on a fini avec le repository. Donc, à l'intérieur de ce repository ici, il y a un ensemble de méthodes de get all, get by id, fin by id, get by name, get by date de création, etc. etc. Donc, je vais ici créer une méthode personnalisée. Donc, une méthode personnalisée. La méthode personnalisée va permettre ici de pouvoir faire ce qu'on appelle le filtrage. Le filtrage, c'est-à-dire quoi? Je peux vouloir filtrer les contacts, par exemple, en fonction du nom, en fonction du prénom, en fonction de plusieurs éléments. Donc, je vais créer ici une liste. Dans cette liste-ci, je vais passer en paramètre effectivement notre fameuse classe contact. Et le nom de ma méthode, c'est donc find. Le contain ici, bon, je peux commettre les erreurs, mais contain ignore. Bon, au niveau de on prénom maintenant ici, je vais donc copier ici contain ignore case. On va copier ça. On va donc mettre ça ici. Ensuite, maintenant, on va passer ici les différents paramètres de filtrage que nous voulons. Donc, on va passer ici le paramètre nom.
et on va passer ici le paramètre prénom. OK. Ça, c'est donc l'unique méthode que nous allons donc créer, que nous allons donc créer par nous-mêmes ici à l'intérieur de notre interface repository. OK. Une fois qu'on a donc fini avec l'interface repository, on va donc passer directement à la création de notre service. Comme le service là pour contenir effectivement la logique métier de notre application. Donc, pour le service, on va revenir ici, contact service. On va faire ici new class, contact service. OK. Et dans la classe contact service, qu'est-ce qu'on va donc commencer à faire? On va donc ici implémenter les différentes méthodes pour pouvoir donc gérer notre gestionnaire de contact. On va annoter ici avec la notation service. Après ça, on va donc ici à l'intérieur implémenter nos différentes méthodes. Donc le service ici là, qui va jouer dans le même rôle que dans la vidéo numéro 1, c'est-à-dire la logique métier de l'application, mais le stockage ici a donc changé. Donc le stockage ici, on doit plus utiliser les maps comme on faisait pour stocker dans les informations en mémoire, mais on va donc déléguer tout ça au repository. Donc c'est le repository ici qui va donc être délégué pour pouvoir donc utiliser, enregistrer les données au niveau de la base de données. Donc, la dans ce comparaison service-ci, moi, j'ai besoin d'utiliser toutes les méthodes de contenues dans le repository. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je peux donc venir ici et créer ici une publique. Donc, je peux donc pas public autant pour moi. Une private ici, final, que je vais appeler ici contact repository. On a ça ici en bas. Je vais utiliser ici la variable contact repository, point virgule. En mettant point virgule comme ça, on a ici une erreur. Je vais ici faire add constructor ici. Ça s'ajoute automatiquement. Ce n'est pas vous qui allez écrire tout ça. Ça s'ajoute automatiquement. On voit ici que je viens de faire l'ingestion de dépendance par constructeur. OK, comme dans la vidéo numéro 1. Après l'ingestion de dépendance par constructeur ici, on va passer à l'écriture de la première méthode. La première méthode ici va donc consister à récupérer tous les différents contacts qui existent dans notre base de données. Donc, je vais donc faire ici dupliquer ceci. Bon, on va ici faire un copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc, la première méthode ici va consister à la récupération de tous les contacts au niveau de la base de données. La deuxième méthode qu'on va créer, ça sera donc toujours une méthode de lecture, donc read. Lui va donc se charger de récupérer un contact, par son identifiant. Ensuite, on aura la troisième méthode qui est toujours la méthode ici de lecture. Cette méthode de lecture ici va donc se charger de faire la recherche par nom ou par prénom. OK. Ça, c'est dans la requête. On va donc utiliser la requête que nous avons donc créée par défaut. OK. Après ça, on aura notre méthode qui sera dans la méthode de création. Donc, celle-ci va donc aller apporter une modification au niveau de la base de données parce qu'elle va donc permettre ici de créer un contact. OK. Donc, on va donc, ça, c'est une opération d'insertion. Donc, après la méthode de création d'un contact, on aura aussi une autre méthode qui sera dans la méthode de mise à jour d'un contact. Donc, ça, ce sera une opération de update. Donc, dans l'opération de update ici, on va donc ici modifier un contact par son identifiant, bien évidemment. Après la modification d'un contact, il y aura ici une dernière opération qui sera donc exécutée au niveau de la base de données. Cette opération, c'est donc une opération de delete. La delete ici va donc permettre d'aller donc supprimer un contact au niveau de la base de données. Bon, delete ici n'a pas A, c'est E. On aura donc ici supprimer un contact. OK, ça c'est donc toutes les différentes méthodes que nous allons donc implémenter dans cette vidéo. Pour la première méthode ici, on va commencer. On va ici revenir tout simplement ici, écrire une simple ligne de code qui va donc aller donc récupérer tous les contacts qui existent au niveau de la base de données. Pour ce faire, je vais créer ici une méthode publique. OK, liste. On passe ici en paramètre la classe contact.
La méthode ici va s'appeler ici fin all. Ça, c'est donc la méthode ici fin all qui va donc aller récupérer tous nos différents contacts au niveau de la base de données. On va ici faire un return. Qu'est-ce qu'on va donc retourner ici? On va passer par le contact repository.finAll. Vous voyez ici que en écrivant ici contact repository. J'ai ici plusieurs méthodes qui vont donc s'afficher à ce niveau-ci. Sauf que dans toutes ces différentes méthodes-ci, il y a uniquement une seule méthode que moi j'ai créée. Car si on revient ici dans le contact repository, on va voir que c'est vide. Il y a uniquement la méthode que moi j'ai créée à la main. OK? Tout le reste des méthodes que vous allez donc voir, que vous voyez donc ici à ce niveau-ci, sont donc tout simplement générés par Spring Boot. Toutes ces différentes méthodes que vous voyez ici là sont donc gérées par Spring Boot. Donc moi je vais faire ici, récupérer ici fin all liste de contacts. OK. J'ai donc récupéré ici la liste de tous les contacts contenus dans la base de données. Après la récupération de la liste de tous les contacts de la base de données, je vais donc passer ici à la récupération d'un contact par son identifiant. Pour la récupération des contacts par son identifiant, je vais faire ici pareil. Je vais créer ici toujours une méthode publique. Dans cette méthode publique-là, je vais donc l'appeler tout simplement fin by id. OK, fin by id. Et je vais l'appeler ici, ça ne sera pas une liste, ça sera de type optional ici. OK. Et puis, la méthode qui sera donc retournée, c'est que on va donc retourner ici une méthode qui va s'appeler fin by id. Et on va donc passer ici en paramètre l'identifiant de l'utilisateur du contact que nous souhaitons récupérer. On va donc passer ici dans le paramètre ici long id, qui est donc l'identifiant donc, du contact que nous souhaitons effectivement aller récupérer au niveau de la base de données. Après ça, on va donc rechercher un contact par son nom. OK. Pour la recherche d'un contact par son nom, on va le faire ici. Il s'agit ici d'une méthode d'une liste, parce que lorsqu'on veut rechercher ce contact-là, ça sera contenu dans une liste. OK. Et on va passer effectivement ici en paramètre le contact. La méthode ici, on peut l'appeler par exemple search by nom ou search by ce que vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler ici search. Et on va passer ici à l'intérieur le thème de recherche. Pourquoi est-ce qu'on passe ici à l'intérieur le thème de recherche au lieu de passer directement à l'intérieur, par exemple, les deux paramètres nom et prénom? Tout simplement parce que le thème de recherche peut être soit le nom, ça peut être soit le prénom. Parce qu'on a mis ici, parce que dans la méthode ici, on avait fin by, ignore, non contain ignore case. On a ici or pour dire ça ou ça. OK? On n'a pas dit ça et ça ou ça. Donc, on a ici, par exemple, le string qui est ici, par exemple, le thème de recherche, qui est effectivement une chaîne de caractères à ce niveau. Et puis, on va donc retourner tout simplement ici la méthode qui s'appelait fin by content in your case. À l'intérieur, maintenant, on va passer notre thème de recherche que nous aurons besoin. On va voir ici qu'il attend en fait deux paramètres. Il attend ici deux paramètres. Il attend ici le paramètre nom et le paramètre prénom. OK? Le nom ici, là, c'est le premier thème de recherche. Et le deuxième, ici, là, et le prénom ici, là, c'est le deuxième thème de recherche. C'est pour cette raison qu'en mettant ici tout simplement thème comme ça, j'ai ici une erreur qui me dit effectivement, j'attends ici un deuxième paramètre. OK? Donc, on aura ici un deuxième thème de recherche. L'erreur maintenant ici a disparu. Après ça, on va passer donc à la création d'un contact. Pour la création d'un contact, on va ici écrire une méthode assez simple. C'est tout simplement ici, toujours une méthode publique. OK, donc je vais faire ici un copier-coller de ceci. Donc, on va faire copier-coller de ça. On va l'entrer ici. Et puis, à ce niveau-ci, on aura la méthode de create contact pour la création du contact. Et puis, pour la création du contact, on ne doit pas, on a ici la méthode save pour sauvegarder effectivement le contact que nous voulons créer. Ici, qu'est-ce que je peux donc mettre ici à l'intérieur lorsque je sens que je vouloir faire save? Je vais sauvegarder ici notre fameux contact. Et cette variable contact, si je vais donc créer cette variable ici en haut. Donc, on va donc venir premièrement ici en haut. On aura donc ici en haut tout simplement contact. Donc, on peut venir ici faire contact, contact. Et directement ici, on met ici contact point. On accède ici là directement. Ou alors, on fait ici un contact. On fait directement à ce niveau-ci contact.set id. OK.
pour attribuer en fait un identifiant par défaut à ce contact-ci, on va laisser ici en nul. Nul ici, là, c'est en fait une façon de mettre une sécurité ici. On va donc ici forcer, ok, forcer un insert, jamais un update. Pourquoi? Parce que si nous mettons ici, si on ne met pas nul ici à l'intérieur, ça va faire plutôt un update sur un identifiant déjà existant dans la base de données. Ok, ça c'est la base en fait, mais dans d'autres vidéos, on doit voir comment gérer ça d'une autre façon. Mais ici, on va donc mettre ici nul ici là pour forcer en fait une insertion au lieu de laisser une mise à jour. On va forcer ici une insertion. OK? Et après avoir fait ça, on va simplement retourner ici le contact repository. Donc, le contact repository point save. Bon, ici, là, pourquoi est-ce que save refuse ici? Save ici, il dit qu'il attend ici une liste. Donc, moi, ici, je vais passer ici, au lieu de passer ici, au lieu de passer ici une liste, je vais tout simplement ici la classe contact qui est tout à fait normal parce que lorsque nous passons à la création d'un contact, il ne s'agit pas d'une liste de contacts, mais il s'agit de la création d'un contact individuel qui sera donc stocké. Après la création donc, du contact, on aura dans la modification du contact. Pour la modification du contact ici, je vais utiliser ici la méthode update contact. J'ai ici contact, j'ai ici, on peut avoir ici la méthode update. Dans cette méthode update-ci, je vais donc avoir plusieurs paramètres qu'il faut donc modifier ici. L'identifiant, par exemple, le contact ici pour pouvoir donc avoir accès à tous les variables à tous les variables de ce contact-ci. Donc, contact modifié, par exemple. Et ici à l'intérieur maintenant, je veux retourner notre fameux contact repository fin by id. Effectivement, je récupère d'abord l'identifiant du contact que je souhaite modifier. Une fois que j'ai donc récupéré l'identifiant du contact que je souhaite modifier, je vais donc appliquer tout simplement ici une map. Dans cette map-là, je vais donc créer ici une variable appelée existant. Et cette variable-ci va donc être utilisée pour pouvoir effectivement appliquer donc les modifications à mon contact. Donc, je vais mettre existant. Point. Premièrement, je fais d'abord ici un set nom. Un set nom ici pour attribuer un nouveau nom. Je passe ici dans contact modifier point get nom pour récupérer effectivement le nom du contact que je souhaite modifier. Après la récupération du nom de contact que je veux modifier, je continue ici existant.set prénom, set prénom, contact modifié point get prénom, existant.set email, contact modifié point get email, existant.get téléphone, contact modifié point get téléphone. OK. J'ai donc ici les différents éléments que je souhaite modifier. On a modifié le nom, le prénom, l'email et le téléphone. Après ça, on va donc retourner tous ces différents éléments-ci à travers notre fameux contact repository point. On va appliquer ici la méthode safe dans laquelle on va passer ici tout simplement la variable existant à l'intérieur. On vient ici de modifier nos contacts et de sauvegarder les différentes informations de contact à modifier à ce niveau. Après ça, on aura dans la méthode delete ici, qui est dans la méthode utilisée pour pouvoir donc supprimer donc un contact au niveau de la base de données. Et cette méthode delete ici nous renvoie trop. Donc, si le contact existe effectivement, et false si le contact n'existe pas. Donc, si le contact existe, il va donc renvoyer trop et puis supprimer le contact. Et s'il n'existe pas, il doit renvoyer false et sortir de la boucle. Donc, on aura ici une variable, une méthode publique, autant pour moi, de type booléen. Et on va l'appeler ici delete. On doit passer ici effectivement l'identifiant du contact qui sera donc supprimé. Après avoir passé l'identifiant du contact à supprimer, on aura ici un petit contrôle premièrement ici. Il faudrait qu'on se rassure si effectivement le contact existe au niveau de la base de données. OK? Donc, si le contact existe au niveau de la base de données, c'est pour cette raison qu'on passe ici existe by ID. Donc, si le contact que nous voulons supprimer existe au niveau de la base de données, alors qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va donc revenir ici, faire un return de true. OK? Non, return false dans le cas où le contact n'existe pas. Donc, ça, c'est le contraire. OK. Si le contact n'existe pas, on retourne false.
Dans le cas où le contact existe, on va donc avoir ici un contact repository.delete by id. On passe ici l'identifiant du contact que nous voulons donc effectivement supprimer. Et puis, on retourne ici true. On a donc ici fini avec notre méthode pour la suppression d'un contact au niveau de la base de données. Après l'écriture de tous les différents services de notre application, on va directement passer à la dernière partie qui consiste à créer donc notre contrôleur. Donc pour le contrôleur, on va revenir ici. Bon, je fais comme ça, vous avez sûrement dit qu'il n'y a pas d'erreur, mais il faut généralement tester votre travail lorsque vous faites. Donc on peut ici venir Contact Application ici. On va exécuter ici. Bon, bien sûr, l'exécution ici ne doit rien se passer parce qu'effectivement, le contrôleur ici n'est pas encore alimenté. Donc, on va juste tester pour voir si notre application fonctionne effectivement. On a ici notre application à ce niveau. Et puis, on va revenir au niveau de la base de données. On va ici faire la mise à jour de la base de données. Donc, contact ici. On va faire ici un refresh. En faisant le refresh comme ceci, on va revenir dans le schéma ici. Ne vous inquiétez pas, d'autres informations ici ne vous intéressent. Pour le moment, ce n'est pas intéressant. OK. On aura plus de 100 vidéos qui seront faites. Donc, on aura le temps d'expliquer tous les différents éléments ici. Mais le plus important ici, c'est la section table ici. Table ici contient donc les différents éléments à l'intérieur. Donc, pour pouvoir voir les informations à l'intérieur de la table, on peut cliquer ici sur Contact. Et puis, on va ici voir View All Row ici. Et puis, on aura donc ici notre table qui s'affiche donc ici en haut. OK, ça c'est donc la table contact qui s'affiche à ce niveau-ci. Dans la table contact, on a effectivement l'identifiant ici, on a la date de création, on a l'email, on a le nom, on a le prénom, on a ici le numéro du téléphone. OK, ça donne notre table, ça donne la constitution de notre table au niveau de la base de données. OK, donc je peux déjà lever ici, ordre ici. Bon, quand je supprime ça, OK, comme ça, on va exécuter. Effectivement, c'est vide parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, après ça, qu'est-ce que je vais donc faire? On va revenir au niveau du code. On va fermer ces différents éléments. On va fermer ceci. On va fermer tout ça. On va créer notre contrôleur. On va venir ici sur contrôleur. On va créer une classe qu'on va appeler ici contact controller. C'est donc dans ce contact controller ici qu'on va donc écrire nos différents endpoints qui seront donc exposés, etc., etc. Donc, tout ce qu'il y a à faire. OK? Bon, comme j'ai toujours eu l'habitude de rappeler, le contrôleur sera, c'est pareil, en fait, c'est identique en fait à la vidéo, à la première vidéo qu'on a fait dans la gestion des tasks. OK? C'est pareil en fait, le contrôleur est pareil. Et c'est exprès, j'ai fait exprès d'avoir le même contrôleur. Pourquoi? Parce que dans cette première vidéo aussi, les projets sont assez faciles. OK. L'architecture ici est donc en couche. Donc, la seule chose ici là qu'on a changé, c'est tout simplement le stockage. OK. Donc, là, dans la première vidéo, on stockait tout au niveau de la mémoire, sauf qu'ici, on stocke tout au niveau de la base de données PostgreSQL. Donc, vous pouvez aller même dans la vidéo précédente, vous faites un copier-coller et ici, vous allez justement modifier les informations qu'il a modifiées parce que l'autre était pour les tasks. Ici, par contre, c'est pour les contacts. Donc, et aussi, la seule méthode qu'on va donc ajouter ici, là, ça sera donc la méthode pour la recherche par nom et par prénom. Ça, c'est aussi une nouveauté qu'on a donc ajoutée dans cette vidéo aussi. Donc, ce que je veux donc faire ici, c'est que je veux donc écrire les différentes annotations ici. REST controller. Je vais écrire ici l'annotation request mapping. OK. Request mapping. Et dans ce fameux request mapping ici, j'ai donc mon chemin par défaut slash API slash contact. Et puis, après ça maintenant, j'aurai ici une cross origin ici. Donc, on va ici cross origin. On va passer ici à l'intérieur origine. Bon, je rappelle que le cross origin ici, là, c'est tout simplement la configuration de HTTP. Ça, c'est tout simplement la configuration ici du front-end, OK? Parce que le front-end sera donc exécuté sur la porte localhost 2.53.51.73, qui est donc la porte par défaut qui est donc utilisée dans les projets React qui s'exécute avec Vite. OK, avec le framework Vite. Donc, on aura ici 53.73. Et après ça, maintenant, ici à l'intérieur, on va donc faire ce qu'on appelle l'ingestion des dépendances. Donc, on a fait pareil ici. OK? Donc, puisque nous voulons ici utiliser toutes les méthodes contenues dans le service, on va donc ici créer une private
final contact service. Contact service. Contact service. On va donc ici générer le constructeur ici, ajouter le constructeur. Après ça, on va écrire ici la première méthode pour aller donc récupérer tous les contacts. OK? Donc, on a ici arrobas. Donc, on a ici la méthode get qui va donc aller récupérer tous les contacts. Donc, c'est un peu récupérer tous les contacts. Deuxième méthode ici là, c'est effectivement la méthode aussi get qui va aller donc ici récupérer un contact par nom. Donc, filtre, récupérer un contact, filtre par nom ou par prénom. Après le filtrage des contacts par nom ou par prénom, on aura aussi une autre méthode ici, toujours de type get, mais cette fois-ci, on va donc récupérer un contact par ID. On va récupérer ici un contact par son identifiant. Après la récupération d'un contact par son identifiant, on aura aussi une méthode dans ce cas de type post pour la création d'un contact. Et après la création d'un contact, on aura effectivement une méthode de type put. Put ici, c'est donc pour la modification d'un contact. Lorsqu'on parle de modification d'un contact ici, il s'agit effectivement ici de modifier un contact à travers son identifiant. Donc, on va donc récupérer l'identifiant du contact et puis on va donc tout simplement effectuer la modification. Par la suite, maintenant, on aura une dernière méthode ici pour la suppression. Pour la suppression d'un contact, OK. On va supprimer ici un contact. Ça, c'est donc les différentes méthodes qui seront donc créées dans ce contrôleur-ci. On va directement commencer avec la première méthode, OK, le premier contrôleur qui est dans la récupération de tous les contacts. Pour la récupération de tous les contacts, il s'agit ici de créer une méthode, une liste, on va dire liste de contacts, OK. Dans cette liste de contacts-ci, on va donc passer, on va l'appeler ici get all contact. Dans le get all contact ici, on va donc retourner ici contact service.finAll. Vous voyez ici qu'on accède au service. Une fois dans le service, on va donc récupérer le contact ici. C'est un peu comme ça, ça suit effectivement la structure qu'on avait à ce niveau-ci. OK? On a notre contrôleur. À travers le contrôleur, on va donc accéder ici au service. Le service ici là va donc accéder au repository et le repository maintenant va accéder à la base de données. C'est un peu la même structure que vous avez ici. On a le repository ici, on a le service, on a le service. Vous voyez ici que la logique en fait se suit, OK? On a le repository qui est créé ici. Dans le contact service là, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va accéder ici à la repository pour aller récupérer en fait le contact au niveau de la base de données. Et dans le contrôleur maintenant, on va accéder au service pour aller récupérer donc l'information au niveau de la base de données. Après la récupération d'un contact ici, des contacts ici, je veux sauter et aller faire pour la création d'un contact là, comme ça on pourra donc tester directement. Donc pour la méthode de création d'un contact, c'est assez facile. La première chose à faire, c'est premièrement j'ai oublié ici un élément très important. Il s'agit de la notation get mapping. Get mapping ici pour récupérer effectivement notre fameux contact. Ici, à ce niveau-ci, ça sert à rien de mettre entre parenthèses, en fait, le slash local ou slash contact, ça ne sert à rien. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va donc récupérer un contact, la route, c'est contact. Donc, la route par défaut, c'est donc ceci. OK? Par contre, ici, au niveau de la méthode de type post pour aller donc créer un contact, étant donné qu'il s'agit donc d'une information qui aura donc un impact, c'est-à-dire côté modification au niveau de la base de données, je peux donc créer ma méthode publique ici. Et cette méthode publique, si on va directement voir ici notre classe contact. La méthode ici là, c'est par exemple créer contact. Pour la création d'un contact, on aura besoin ici des différents paramètres ici là à entrer. Les paramètres ici là, ça sera donc toutes les informations contenues dans le contact qui sont par exemple le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone. Et après ça, qu'est-ce qu'on va donc retourner? On va faire ici un retourne à travers le contact service effectivement, point, la méthode de create.
Et on va donc passer en paramètre la variable contact qui a été utilisée plus haut, qui est dans cette variable ici qu'on a donc définie ici à l'intérieur. En faisant comme ceci, on peut déjà créer un contact. On va juste mettre ici les différentes annotations manquantes. La première annotation manquante ici, c'est donc l'annotation post mapping ici. Et la deuxième annotation ici, c'est le request statut en fait. Le statut ici là, c'est donc pour envoyer donc un statut de fin de travail, ok, pour dire ici effectivement le contact a été créé avec succès. C'est pour cette raison qu'on va utiliser ici le statut created. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux déjà créer un contact au niveau de ma base de données. Comment je vais donc tester cet endpoint-ci? Pour tester dans cet endpoint-ci, je vais donc revenir ici, ouvrir ici la Postman. Je vais ouvrir ici Postman au niveau de mon ordinateur. Et une fois que Postman est ouvert au niveau de mon ordinateur, je vais donc tout simplement supprimer tout ce qu'il y a ici en haut. Donc, on va supprimer toutes les informations que nous avons ici en haut. On va supprimer ça. Et puis, je vais créer ici une nouvelle collection. Donc, on va créer ici une nouvelle collection. On fait ici New. C'est pas possible. On fait ici Customize Collection. Ma collection ici que je vais créer, je vais l'appeler par exemple Contact New Collection, Contact API. On va appeler notre collection ici Contact API. Dans la collection Contact API, on peut donc aussi ajouter nos différentes requêtes. La première requête que je vais ajouter ici, c'est créer un contact. Créer un contact. L'URL ici, c'est quoi? Je peux ajouter ici l'URL API slash contact. La méthode ici, là, c'est la méthode c'est post pour la création d'un contact. Je vais donc enregistrer. Comment est-ce que je vais donc faire pour créer un contact? Pour créer donc un contact à ce niveau, je vais donc écrire ici, par exemple, le header. Donc, dans mon header ici, je vais choisir ici header, non, body autant pour moi. Et dans le body, bon, dans le body ici, j'aurai effectivement dans le body un élément très important à l'intérieur des guillemets. J'ai ici le nom. Euh, Après le nom, on a ici le prénom. Le nom ici, on peut mettre Léo ou alors Dupont. Après Dupont, on peut aussi ajouter le prénom ici, Marie. L'email ici, on peut mettre ici Marie. Gmail.com. Et comme numéro de téléphone ici, on peut mettre n'importe quel chiffre ici, vu qu'on n'a pas défini une contrainte à ce niveau. Et on va donc ici cliquer sur Create à ce niveau. On aura effectivement une erreur. C'est normal que nous ayons ici une erreur parce que le serveur n'est pas exécuté. On va donc revenir ici. On va revenir ici au niveau de Contact Application. On va relancer notre application pour pouvoir donc appliquer donc le contrôleur qu'on a donc fait ici en haut, ici à l'intérieur. L'application s'est effectivement exécutée sans problème. Je vais donc revenir ici et puis je vais relancer ici mon application. J'ai toujours une erreur ici de type bad request. Le bad request ici là, franchement, ce n'est pas compréhensible. Je vais donc chercher à savoir pourquoi est-ce que j'ai une bad request ici. Ok, il me dit ici que le serveur ici n'a pas été écouté. Donc, que le serveur ici n'a pas été écouté. Pourquoi est-ce que le serveur n'a pas été écouté? On va donc revenir au niveau de notre application ici, au niveau de l'application Spring Boot. On va chercher à comprendre ce qui se passe. Je vois ici que je suis effectivement connecté à ce niveau. Effectivement, le serveur n'a pas été contacté parce que on n'a rien ici en bas. Sinon, on devrait avoir en temps normal une erreur ici en bas. Si ça s'agit d'une... OK. On me dit ici, missing cell request parameter exception request parameter contact for method parameter type contact is not present. Il me dit ici qu'il y a un paramètre contact qui manque. Donc, si je reviens ici, j'ai slash API contact. On va copier ça. On va revenir ici, slash API contact. On va donc faire ici save.
L'erreur ici vient tout simplement du fait que dans le body ici, j'ai mis ici, ok, dans le code, autant pour moi, dans le code ici, j'ai mis request param, alors qu'ici, c'est effectivement request body. Donc ici, là, on a besoin du body et non des paramètres, ok? Parce que si on met les paramètres, c'est un peu comme si les paramètres que des recherches, alors qu'ici, on a besoin ici du body, donc d'un corps, du contenu afin de créer donc un contact. Donc je vais donc mettre ici request body et puis je vais relancer mon application ici. Une fois l'application relancée, on va revenir sur Postman et puis on va réexécuter notre requête ici. La réexécution de la requête maintenant renvoie une autre erreur différente. Vous voyez ici que une supported media type ici. OK, que ici là maintenant l'erreur maintenant dans ce cas-ci est différente. Donc on a maintenant ici une erreur différente qu'on pourra donc maintenant gérer ça d'une autre façon. Maintenant, comment est-ce qu'on va donc gérer cette erreur d'une autre façon? Si on revient ici, on regarde resolve org, etc., etc. Donc, l'erreur maintenant, dans ce cas-ci maintenant, est différente. L'erreur ici me dit quoi? Une supported type médiatype. Médiatype, ça, c'est tout simplement pour dire la requête, en fait, attend un JSON, pas un test. Si vous voyez ici, j'ai mis ici raw, mais je n'ai pas sélectionné ici le type ici. Donc, je vais mettre ici le type JSON comme ça. Vous allez donc voir qu'à ce niveau-ci, les couleurs maintenant ont changé. Tout maintenant ici est coloré. OK? Et là maintenant, je peux facilement exécuter mon application comme ça. Et vous allez donc voir effectivement que j'ai bien évidemment mon contact qui a été créé avec succès. Donc, si je reviens maintenant au niveau de ma base de données PostgreSQL à ce niveau et que je fais par exemple à journée, donc je fais la mise à jour de ma table ici, donc select from contact, je clique ici sur exécuter. Vous allez voir ici que j'ai la date de création ici est nulle. J'ai ici l'email Marie, etc. J'ai Dupont, j'ai Marie et j'ai ici le numéro de téléphone qui est donc affiché ici. L'identifiant est aussi affiché tout simplement ici à ce niveau. OK? Donc, maintenant, après ça, maintenant, j'ai confirmé que tout fonctionne très bien. Supposons que je veux maintenant récupérer un contact. Donc, comme on a créé la méthode pour la récupération d'un contact, je vais donc ici revenir créer une nouvelle requête ici. Ajouter une requête, récupérer contact. Donc, pour la récupération d'un contact ici, je vais donc mettre ici tout simplement l'identifiant du contact que moi, effectivement, je souhaite récupérer. Donc, comment est-ce que l'identifiant de ce contact-là sera donc tout simplement mis? Non, pour la récupération de tous les contacts, donc pour moi, non. Ici, là, je veux récupérer tous les contacts. Je mets ici que des types get, récupérer les contacts. On va ici modifier, récupérer les contacts. OK. On va exécuter ici et vous allez bien voir que voici le contact effectivement qui a donc été récupéré. Étant donné qu'il s'agit donc d'une liste, c'est pour ça que vous voyez ici, là, il y a ce petit qui est ouvert ici, ce guillemet carré qui est ouvert ici, parce que ça, c'est une liste qui va contenir à l'intérieur plusieurs contacts. Après ça, on va continuer avec la création de les contrôleurs manquants. Vous allez m'excuser parce que j'ai poursuivi l'enregistrement, mais il n'y avait pas l'audio. Donc, l'audio avait disparu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici toutes les différentes méthodes, OK, puisqu'on avait eu à créer la méthode pour la création d'un contact ici et on avait effectivement créé 10 contacts. Après ça, j'ai créé aussi la méthode pour récupérer les contacts. Donc, j'ai donc passé systématiquement ici les paramètres ici là pour la récupération d'un contact. Et ensuite, on avait ici récupérer un contact par défaut en passant simplement ici son identifiant. OK, c'est ce que j'ai fait ici. Je passe l'identifiant ici, j'appuie sur Entrée, je récupère donc l'identifiant. Ensuite, j'ai ici le filtre des contacts. Donc, je filtre ici le contact en fonction du nom et du prénom. Donc, j'ai passé ici comme paramètre le nom, mais vous pouvez aussi passer comme paramètre le prénom. Vous pouvez ajouter aussi un deuxième paramètre ici en bas. OK, j'appuie sur Entrée. Et puis, j'ai ici la modification d'un contact. Donc, ce contact, si par défaut, on avait Robert affiché, mais maintenant, si j'ai cliqué sur Robert modifié et puis j'ai modifié, ça veut dire que en base de données maintenant, actuellement, si on a ici Robert modifié. Donc, pour que vous voyez, si je reviens ici sur Robert, je supprime ici modifié, supprime ici Robert pour avoir effectivement Robert simplement. Je clique ici sur Entrée. J'ai ici Robert qui est dans le nom qui a été modifié. OK? Lorsque je vais donc revenir ici au niveau de la base de données, je vais exécuter dans cette base de données-ci. J'aurai ici tout simplement identifiant numéro 5. Il s'agit donc de Robert et le prénom ici c'est Chloé. Pourquoi est-ce que la date de création ne s'affiche pas ici? Ici, la date de création ne s'affiche pas parce que si vous vous souvenez bien, dans mon contrôleur, dans mon constructeur ici au niveau du modèle, j'avais supprimé ici la date de création ici
dans le constructeur. C'est pour cette raison que vous n'avez pas la date de création affichée de l'autre côté. Là, il n'y a pas de souci, ce n'est pas trop nécessaire la date de création, donc ce n'est pas très important. On va donc continuer ici au niveau de Postman. J'étais donc ici au niveau de la suppression d'un contact avant de me rendre compte que l'enregistrement n'est pas de volume. Donc, pour la suppression d'un contact, qu'est-ce qu'on aura donc à faire? On aura une seule chose à faire, c'est qu'on va simplement passer ici l'identifiant du contact que nous voulons supprimer. Nous voulons supprimer ici le contact ayant comme identifiant numéro 5 qui est dans le contact que nous avons à peine modifié. Je vais donc passer ici le paramètre, le 5 ici qui est dans l'identifiant du contact à supprimer. Je vais cliquer ici sur exécuter la requête. Vous voyez ici que j'ai une erreur. L'erreur que j'ai ici, c'est une erreur qui n'est pas forcément, qui n'est pas liée à la suppression de mon contact, OK? Parce que ça, c'est une erreur méthode, note que la méthode ici n'est pas allouée, OK? Que la méthode à ce niveau-ci n'est donc tout simplement pas allouée. Comment est-ce que je vais donc contrôler ça? Pour pouvoir donc vérifier pourquoi est-ce qu'ils me disent que la méthode n'est pas allouée à ce niveau, c'est tout simplement parce que si je reviens ici au niveau de mon code, je pars au niveau du contrôleur parce que lorsqu'on me dit la méthode n'est pas allouée, ça veut dire où est-ce que j'ai mis mes différentes méthodes. Si je reviens dans mon code ici, vous allez vous en rendre compte qu'il y a une erreur qui a été générée à ce niveau-ci. Si je reviens ici, lire l'erreur ici, on me dit ici get parameter value ici, OK, là c'est bon, OK, là c'est bon. Si je reviens ici en bas, on a aussi un warning qui s'est donc créé ici en haut. Resolve ici work HTTP request méthode not supported. On dit là que la méthode ici que je suis en train d'utiliser n'est pas supportée. OK, on me demande donc ici d'utiliser la méthode delete à ce niveau-ci. Comment est-ce que je vais donc faire ici? Je veux revenir ici au niveau de mon contrôleur. Dans le contrôleur maintenant, j'ai dans mon contrôleur ici, il n'y a pas de méthode. Si vous voyez ici, dans mon contrôleur ici, il n'y a pas du tout de méthode. Là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que il faudrait ici que dans mon contrôleur, je mette donc une méthode appelée donc delete mapping, dans laquelle je vais donc passer l'identifiant en fait du contact qui sera donc supprimé. Donc, je mets donc ici en haut delete mapping. Je passe à l'intérieur l'identifiant de mon contact à supprimer. Je reviens ici exécuter mon application à ce niveau. Et une fois que l'application va donc démarrer à ce niveau, je vais donc retourner du côté de Postman afin de pouvoir maintenant tester l'endpoint de suppression d'un contact. L'application a bel et bien démarré. Je reviens maintenant ici au niveau de Postman. Je clique ici sur Entrée. Vous allez donc voir que à ce niveau-ci maintenant, j'ai ici le 204 Note Content ici. Note Content, c'est effectivement ce que je m'attends lorsque je supprime un content. Comme je vous ai dit ici, dans ce cas-ci, on aura ici deux types de messages. On aura ici un message qui sera simplement ici 204, qui est le code qui s'affiche lorsque un élément a été supprimé avec succès. Ou alors, on a un 404 qui est dans le code qui va donc s'afficher lorsqu'il y a par exemple lorsque l'identifiant de l'élément que nous cherchons n'a pas été retrouvé. OK? Si je reviens maintenant ici au niveau de ma base de données, j'actualise ma base de données à ce niveau. Vous allez voir ici qu'on a ici 1, 2, 3, 4. Il y a en fait aucune ligne ici ayant comme identifiant numéro 5. OK? Parce que Dupont a bel et bien été supprimé. Donc, si je reviens maintenant encore sur Postman, je relance encore la même requête ici pour la récupération. J'aurai maintenant ici un 404 comme je vous l'ai dit. Le 404 ici maintenant me retourne quoi? Il me retourne ici le not phone. Not phone ici là, c'est donc, il est donc sorti de la boucle. Ils sont donc repositionnés ici. Donc, la première fois que j'ai lancé, puisque l'identifiant existait, il s'est donc arrêté ici. Il m'a retenu notre content 204. Et quand j'ai maintenant relancé maintenant, il a donc chevauché ici. Donc, il s'est rendu compte que arrivé ici, ça n'existe pas. Il m'a donc retourné dans cette information-ci, notre phone, qui est donc ici le 404 ici. Effectivement, c'est le 404 que nous avons à ce niveau-ci. Donc, ça, c'est donc tout ce qu'il fallait faire pour le back-end de ce petit projet. On va donc passer directement au niveau du front-end. Dans le front-end maintenant, comme je l'ai dit, je vais vous fournir dans le prompt que vous allez utiliser pour pouvoir donc créer votre front-end au niveau de avec l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser n'importe quelle intelligence artificielle. Donc moi, par défaut, je vais utiliser Claude. Pourquoi? Parce que avec Claude, je vais créer tout dans un même projet et je vais lui fournir directement mon back-end. Là, il va directement comprendre mon back-end et me créer directement le front-end qui sera donc adapté à mon back-end et je vais directement tester mon application sans souci. Donc, je vais venir ici. On va donc fermer Donc, ceci. Puisque moi, j'ai dit que je devais utiliser tout simplement Claude Code afin de pouvoir donc générer mon front-end, ce que j'ai donc fait, c'est que je vais revenir ici dans mon dossier contact, donc dans mon contact ici. Contact ici, là, c'est le dossier de mon projet. Et puis, je vais aussi ouvrir le dossier de mon projet directement à ce niveau-ci, au niveau de mon bureau. J'ai ici bureau, ici, desktop, excusez-moi, j'ai ici desktop. J'ai ici
directement projet, projet ici, contact. Et ici à l'intérieur, je vais faire un glisser, déposer du prompt AI. Je vais déposer ça ici à l'intérieur. Et puis, je vais vous ouvrir ça ici pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a dans le prompt ici. Donc, dans le prompt AI ici, pour la génération du front-end, vous allez voir ici que j'ai mis à l'intérieur, excusez-moi, j'ai ici à l'intérieur prompt AI pour la génération du projet, accolé tel que, accolé tel que dans ChatGPT. Donc, dans n'importe quel outil IA, vous pouvez donc coller ça ici à l'intérieur. Tu es un développeur front-end senior. Génère-moi une application React complète de carnet de contact qui consomme mon API REST Spring Boot plus PostgreSQL existante. L'API tourne en local sur HTTP 8080. Le front sera créé avec vite template React qui tournera sur ceci. Et le corps est déjà configuré côté front-end. Dans tous les cas, il doit vérifier. Contrat de l'API, OK. On donne donc comme la structure de mes différents API. Vous voyez ici. Je donne donc ici la structure de mes différentes API à ce niveau-ci. Le stack imposé ici, c'est donc ce que moi j'impose dans les différents langages que moi j'impose qu'il va utiliser. Et les fonctionnalités ici, ça c'est donc toutes les fonctionnalités que dispose dans mon application. Donc, affiche la liste de contacts, barre de recherche en haut, bouton de nouveau contact, etc. Le design ici, c'est un design moderne et le format ici attendu, c'est le format en fait de type ce que nous avons ici. Je vais donc ici faire une petite modification à ce niveau. Je vais donc supprimer ici l'entête à coller. OK. Une fois que c'est fait, je vais donc revenir, je vais donc revenir directement ici, demander donc à Claude Code de me générer maintenant ça. Je vais venir ici, lui dire, génère-moi, lis et génère le front-end. Je vais ici l'indexer directement le fichier front-end ici. Et puis, je vais donc cliquer sur Entrée. Je vais donc patienter que Claude Code maintenant me génère le front-end de mon application. Bon, avec une certaine vitesse, puisque moi j'utilise l'abonnement Claude, Claude m'a directement généré mon front-end à ce niveau-ci. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais ouvrir ici mon éditeur de code de VS Code pour pouvoir donc simplement lancer donc, ou alors exécuter donc mon front-end. Donc, je vais revenir ici. J'ouvre mon éditeur de code à ce niveau. Et puis, dans mon fichier de code ici, j'ai sûrement un fichier qui s'est créé ici à l'intérieur. Il s'agit donc du fichier front-end. Pour le moment, il n'y a pas ça. Je ne vois pas. Je vais revenir ici. Je ne vois pas le fichier front-end qu'il a créé. Alors, lui il a directement fait ça ici à l'intérieur. Bon, ce n'est pas forcément ce que je voulais parce que moi personnellement, je voulais qu'il crée un projet à part, mais il a directement créé ça ici à l'intérieur, c'est pas grave. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais installer premièrement ici la librairie, le site à ce niveau. Je vais donc installer cette librairie ici. Et après l'installation de la librairie Lucid React, je vais donc ici faire mon npm run. Bon, l'installation des différentes éléments ici, il y a eu des erreurs, hein. Ça a mis un peu de temps, mais bon, tout ça pour m'afficher ces différentes erreurs ici. Ce que je vais faire, je vais faire ici un MPN audit fixe. Bon, ça n'a pas tout enlevé les erreurs, mais ça va quand même réduire les erreurs que nous avons à ce niveau. Après le NPN audit fixe, bon, on a au moins se réduit quelques petites erreurs, mais ça n'a pas tout changé grand-chose, ok? Ça n'a pas tout changé grand-chose parce il y a toujours énormément d'erreurs là. On avait 69 erreurs, bon là maintenant on a un peu moins. Donc ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais faire ici un clear et puis je vais donc lancer ma commande pour pouvoir donc exécuter. La commande ici que Claude m'a donné, c'est le runDef, bon, la commande par défaut ici. On va donc lancer ici. Et puis, on a ici missing script def et qui ne fonctionne pas. Ça, je m'attendais à ça, ok. Bon, ce que je vais donc faire, c'est que je vais dire ici, c'est pas. Je demande ici de mettre le front-end dans un projet séparé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que il faut effectivement
un autre module ici pour gérer toutes les dépendances de ce front-end-ci. Comme vous voyez ici, il n'y a pas le node module installé ici. OK? Il n'y a pas le dossier node module installé. Ce qui fait que ça ne peut pas s'exécuter. Donc, ça, c'est ce que moi, je voulais de la base. Moi, de la base, je voulais que tous les différents éléments soient mis dans un seul fichier. OK? Donc, si on revient ici dans le... bon, il a déjà déplacé. Donc, si on revient ici, SRC, et puis, il n'a pas encore créé. Il a créé ici le contact front-end ici, que je vais donc directement l'ouvrir à ce niveau-ci. Je vais ici l'ouvrir directement dans l'éditeur de code de VS Code, qui est l'éditeur de code pour le front-end que moi j'aime utiliser. Je vais un peu zoomer les éléments ici. Et puis, je veux ici directement ouvrir ça. Je veux faire un npm install en passant tant qu'il finisse. OK, il a fini. Ils disent le front-end ici a été généré avec succès. Et il est en train d'exécuter le front-end à ce niveau-ci. C'est que moi, je ne voulais pas parce que moi, je préfère moi, je préfère exécuter moi-même. Donc, moi, ici, je vais fermer ça. Je vais revenir ici, faire un contact front à ce niveau. Il s'appelait ça. Il appelait ici contact front. OK. Je vais faire ici un npm install. Et puis, je vais donc installer ici le node module. Une fois que le node module va s'installer, je vais faire ici un npm rundev. Bon, j'ai ici npm install, effectivement, npm rundev. Donc, sans le node module, en fait, ça ne pouvait pas démarrer de l'autre côté. Donc, il fallait que je fasse un install du node module dans le projet backend, ce que personnellement, je ne voulais pas le faire. Parce que le mélange du code du front-end backend, je vous conseille de séparer ça. Il ne faut pas faire le mélange, il faut tout séparer, avoir un front-end à part et un backend à part. Si on regarde ici dans la structure de notre projet ici, comme c'est un projet assez facile, assez léger, je n'ai pas voulu trop compliquer avec la structure du projet. OK? Donc, si je clique ici dans l'app.css, on a ici tous nos différents CSS de notre application. L'app ici pour le point JS ici, on a tous nos différents requêtes ici et nos différentes connexions ici. Et dans le main ici, on a effectivement l'entrée pour notre application. On a ici l'index ici là pour les formulaires. OK? Le carnet de contact pour le ID. Donc, je fais ici un npm roundef ici. Mon serveur a effectivement démarré à ce niveau. Je vais donc faire un copier-coller de cette ligne ici. Je vais revenir ici à ce niveau. Je vais revenir ici. Je vais entrer ça ici à ce niveau. J'ai ici mon front-end qui va donc s'ouvrir ici. Il s'agit bel et bien d'un carnet d'adresse. Regardez comment mon carnet d'adresse est présenté. Toutes les informations, ce que vous voyez ici, là, sont effectivement tous les carnets d'adresse, toutes les différentes adresses que moi, qui sont contenues à ce niveau dans la base de données. OK? Ce sont toutes les différentes adresses qui sont contenues ici à l'intérieur. Ce que je peux donc faire ici, c'est que je peux essayer, par exemple, de rechercher un contact bien précis. Je peux chercher ici Marie. Vous voyez ici que j'ai Marie ici là qui s'affiche. Si je réduis ici, vous voyez qu'on a ici là deux. Les noms commencent par M-A-R-I. Là, c'est deux. On a M-A-R-I, M-A-R-T ici. Si je mets ici T ici là, on aura Martin. Et si je mets ici directement I, on aura ici Marie Dupont. Donc, le filtrage fonctionne très bien. La modification aussi, il faudrait aussi que nous voyons si la modification fonctionne. Mais après ça, on va d'abord ici faire la création d'un contact. Je vais créer ici un contact de Lionel. Le qu'elle fait par exemple. L'email ici, je dois mettre ici cet email ici. Le téléphone ici, je mets ce numéro de téléphone. Je clique donc sur créer. Je vais donc faire ici une recherche pour trouver facilement mon nom. J'ai ici mon contact qui a été créé à ce niveau. En revenant au niveau de la base de données et en faisant l'ajournement, la mise à jour ici, j'ai ici effectivement mon email, j'ai mon nom ici, j'ai le prénom qui est ici en haut, j'ai le téléphone qui affiche effectivement ici en bas. La suppression maintenant, c'est que, ou la modification, c'est que je peux modifier par exemple ici, j'enlève ceci, je clique sur enregistrer, j'ai ici maintenant Lionel Joker qui va s'afficher à ce niveau. Au niveau de la base de données, c'est aussi pareil. On voit donc que l'intelligence artificielle a bien connecté mon front-end et mon back-end. Je peux aussi supprimer un contact, donc je vais ici cliquer sur supprimer ça. Bon, j'ai ici ce message, ici, la boîte des allocs qui va s'afficher ici en haut. Je vais cliquer sur OK. J'ai ici aucun contact, donc ça a bel et bien supprimé. Lorsque je vais donc revenir au niveau de, lorsque je vais donc revenir au niveau de ma base de données à ce niveau, je vais ici faire ajouter. J'ai effectivement ici mon nom, le 11e contact qui a été supprimé avec succès. C'est donc ici que marque la fin de cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis, n'hésitez pas à dire si vous souhaitez que quelque chose soit un peu plus expliqué par rapport à votre ressenti ou alors par rapport à votre compréhension pour ces différentes vidéos. Ciao, ciao.